avec lui qu'il faut dialoguer. Mais certains pensent que Kabila aussi serait le problème. Pourquoi pas insérer aussi Kabila et Moïse Katumbi? Pourquoi que les Rwandais continuent d'agresser la RDC? Mais est-ce que Paul Kagame n'a pas de ramifications avec nos différents leaders politiques ici? Paul Kagame, excusez-moi, vous pensez qu'on va trouver une solution? Mais je crois que oui, parce que il n'est pas question que nous attendions l'appel du chef de l'État pour que nous agissions. Non, ce n'est pas le chef de l'État qui est attaqué. Ce n'est pas la ville de Goma seule qui est attaquée, mais c'est plutôt la souveraineté de la RDC. Qui ont été à la base de l'infiltration sont nos vieux. Monsieur Corneille Nangaa, l'ancien président de la Commission nationale indépendante, voilà. CENI. Donc, dans moins de 30 ans, il va disparaître. Il va mourir. Vous encouragez aussi ça aux jeunes d'aller soutenir les FARDC. Exactement. Toute la décision doit être prise. Il faut qu'il y ait un jeune. Ne dites pas que tous ceux qui ont répondu présent à cet appel ne sont que des illettrés. Non, là, je ne suis pas d'accord. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit aussi. Hein. Ce pays nous appartient, nous sommes obligés de le défendre jusqu'à notre dernière énergie. L'amélioration des conditions de militaires, c'est déjà prévu dans cette loi. C'est ça même l'objet de la loi. Nous devons être aussi cette jeunesse considérée lorsqu'il faut prendre des grandes décisions. Merci de votre fidélité pour cette émission interview. Nous allons parler aujourd'hui sur la situation sécuritaire à l'Est, la jeunesse congolaise face à la responsabilité patriotique. Mesdames, Messieurs, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous Michel Michoma. Il est entrepreneur, il est enseignant à l'Université pédagogique nationale, chef des travaux. C'est avec lui que nous allons aborder ces thèmes. La République démocratique du Congo est agressée, vous le savez bien, par les Rwandais. Aujourd'hui, le Nord Kivu, particulièrement Goma, est occupé par les rebelles qui ont tué et continuent d'épiller dans cette partie de la RDC. Mais avec Michel Michoma, nous allons d'abord chercher à savoir, Monsieur Michel, vous suivez quand même l'actualité. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi tous ces actes, selon vous, que les Rwandais continuent d'agresser la RDC? Merci beaucoup pour la question. Je voudrais commencer par vous remercier de la confiance que vous me faites de m'inviter dans votre émission. Une très belle émission, très connue et très populaire. Et je profite aussi de l'occasion de saluer ceux qui nous suivent à la maison. La question de la guerre à l'Est, aujourd'hui, répondre consiste à comprendre d'abord, à interroger l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, la population de Goma est victime d'une agression rwandaise sous couvert de pantin de M23. Mais en réalité, la question commence en 2009, lorsque le gouvernement a signé un accord avec l'accord du 23 mars 2009, et avec le scène de paix. Et cet accord a connu les soucis de sa réalisation jusqu'au point que, alors, la partie lésée a décidé de prendre les armes. Il y a eu une tentative de solution en 2012, ce qui a conduit au brassage de notre armée, à une forte infiltration que nous avons aujourd'hui. Et cela a fragilisé notre armée, a fragilisé presque toutes les institutions, jusqu'au point que on a été incapable aujourd'hui de protéger Goma à cause de la forte infiltration. Et c'est ça les causes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec la chute de Goma, le pillage en masse et les viols. En fait, il y a pas mal de mots qui aujourd'hui régissent la ville de Goma. Et voilà, de manière brève. Donc, il faut vraiment interroger l'histoire pour très bien comprendre la question de la guerre à l'Est. Très bien. Interroger l'histoire, c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, appelle à l'unité nationale. Nous avons la jeunesse qui a été tuée au Nord Kivu, particulièrement à Goma. Vous êtes aussi leader d'opinion. Vous encadrez des jeunes. Vous parlez pour les jeunes. Est-ce que vous pensez que l'appel du chef de l'État sur l'unité est bien entendu ou bien
c'est un message qui va changer quand même la donne sur les plans sécuritaires. À mon entendement et mon humble avis, je ne pense pas que la question doit être est-ce que l'appel a été bien reçu, mais plutôt je pense que nous devons nous mettre d'accord sur une chose, c'est un appel patriotique qui obligatoirement doit être écouté par tous. Parce qu'aujourd'hui, la situation de la RDC, c'est comme lorsque vous êtes parent, vous gérez toute une maison. Si un incendie se déclare dans une maison, vous n'allez pas vous poser la question, est-ce que ma femme doit intervenir? Non, elle est obligée d'intervenir sans qu'on lui fasse un appel quelconque. Et aujourd'hui, parce que la RDC est attaquée, il n'est pas question que nous attendions l'appel du chef de l'État pour que nous agissions. Non. L'obligation d'agir, c'est en fait une manifestation du patriotisme. Lorsque nous manifestons ce patriotisme, nous sommes appelés tous, toutes les tendances politiques, politiques, tribales, je ne sais pas moi quoi, tous nous devons agir parce que nous sommes attaqués. Ce n'est pas le chef de l'État qui est attaqué. Ce n'est pas la ville de Goma seule qui est attaquée, mais c'est plutôt la souveraineté de la RDC, de toute la RDC qui est attaquée. Et là, il n'y a pas un seul Congolais qui doit rester bouche bée, un seul Congolais ne doit pas rester bras croisés, mais tous nous devons mettre la main dans la pâte pour arriver à trouver la solution aux problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui. Voilà, le patriotisme, c'est le mot qui m'a vraiment touché au cœur. Quand vous parlez du patriotisme, est-ce que vous pensez que les Congolais, en particulier les jeunes, nous avons ce sens-là du patriotisme? Oui, ça c'est une question très complexe. Est-ce qu'il y a patriotisme dans la jeunesse? Je dirais oui. La jeunesse aime vraiment ce pays. Parce que vous savez, en français, on dit souvent, la jeunesse c'est l'avenir de demain. Et aussi, la jeunesse c'est le fer de lance d'une société. En fait, c'est pour comprendre le rôle très important que doit jouer la jeunesse dans une société. Le vieux qui occupe des postes, qui sont à la décision, qui sont à la commande aujourd'hui, sont appelés un jour à disparaître. Je prends le cas de lui-même. Aujourd'hui, il semblerait même que certains vieux ont trahi quand même par rapport à cette situation. Même certains politiciens vieux ont trahi la République. Exactement. Mais lorsque j'ai parlé à mon introduction de la trahison, de la forte infiltration de nos institutions, qui ont infiltré, ou soit qui ont été à la base de l'infiltration, sont nos vieux. Mais qui oublient quelque part qu'il ne leur reste qu'un petit temps, quelques années de vie sur Terre, mais ceux qui payeront le prix de leurs mauvaises décisions, ce sont les jeunes. Alors, moi, je dirais qu'aujourd'hui, la jeunesse est vraiment patriote, mais seulement il se pose un problème. Est-ce que le vieux permet à ce que ces jeunes-là manifestent leur patriotisme? Est-ce que le vieux qui sont à la décision facilite la jeunesse à ce qu'elle fasse preuve de ce patriotisme en l'intégrant, en le faisant partie intégrante à la décision? C'est là qu'il y a un problème. Parce que le chef de l'État est venu, il avait dès le début annoncé son souci majeur de rajeunissement de l'administration publique. Même de la classe politique. De la classe politique, rajeunir presque tout ce qui concerne la décision. Partout la décision doit être prise, il faut qu'il y ait un jeune. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on peut se dire, l'évolution boite. La réalisation ne suit pas jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce qui bloquerait alors? Ce qui bloque, je répondrai directement par le manque de la volonté politique. Pourquoi? Est-ce que les vieux empêchent encore les jeunes pour s'y adhérer à la vision du chef de l'État? C'est comme s'il y a un flou. Les jeunes sont très disponibles et d'ailleurs, ce sont les jeunes qui adhèrent plutôt, j'allais dire, à la vision du chef de l'État. Ce sont les jeunes qui se mobilisent. Nous avons vu récemment les jours que Goma a été pris par le rebelle. Nous avons vu
Comment? De manière spontanée. Les manifestations. Les manifestations. Il n'y avait aucun vieux sur la rue. Ce sont les jeunes qui se sont mobilisés pour montrer qu'ils sont vraiment patriotes et ils ont prouvé de quoi ils sont capables. La colère de la jeunesse a fait en sorte que, même si on peut condamner quelques actes de vandalisme, mais cela a fait voir à la communauté internationale que les chefs de l'État ne pas seuls. Dans sa vision, il y a la jeunesse qui est là, il y a la population qui est là. Donc c'est pour dire que la jeunesse adhère et appuie le chef de l'État, mais c'est plutôt à ceux qui travaillent avec le chef de l'État de lui faciliter la tâche, de faire participer le jeune dans la prise de décision. Il ne faut pas que nous puissions rester toujours cette jeunesse qui reste dans la rue. Lorsqu'il faut manifester, c'est à cette jeunesse qu'on fait appel. Non, nous devons être aussi cette jeunesse considérée, cette jeunesse capable d'être associée lorsqu'il faut prendre des grandes décisions. Pourquoi? Parce que toutes les décisions stratégiques prises ont toujours un impact dans le futur. Et le futur n'appartient pas aux vieux, mais le futur appartient à la jeunesse. J'allais vous donner un exemple. Lorsque vous regardez, aujourd'hui, monsieur le rebelle, monsieur Corneille Nangaa, l'ancien président de la Commission nationale indépendante, voilà, une institution d'appui à la démocratie qui se métamorphose en un clin d'œil et devient un rebelle. Aujourd'hui, il a quel âge? Il doit avoir 50, 55, je ne sais pas moi, il est dans une cinquantaine d'années. Si nous prenons l'espérance de vie de la RDC, elle est évaluée à 50 ans. Donc, en réalité, il ne reste plus à Corneille Nangaa plus de 30 ans de vie. Donc, dans moins de 30 ans, il va disparaître. Il va mourir. Mais il a des enfants, Corneille Nangaa. Exactement. Il a de nièces, il a de neveux. Vous pensez que ses neveux, ses fils, ses filles, lui pardonneront de tout ce qu'il est en train de commettre à Goma? Je ne pense pas. De tuer, et des pillages, prochainement, dans viols. le futur, ces enfants-là, ces neveux, ces nièces à Corneille Nangaa, auront aussi envie d'assumer des responsabilités dans ce pays. Est-ce que ça leur sera facile? Vous voyez? Donc, aujourd'hui, nous devons comprendre que tout acte, toute décision que nous prenons aujourd'hui aura un impact très direct et très significatif sur la jeunesse. Vous, étant que leader de jeunes, vous pensez qu'il y a un problème de communication aussi pour que les jeunes arrivent à comprendre tout ce que vous dites? Certainement, il y a un problème de communication. Il y a un problème de communication parce que la communication marche avec le pouvoir. Lorsque on a le pouvoir, on a la possibilité de communiquer. Lorsqu'on n'a pas le pouvoir, on peut avoir les idées, mais les communiquer, ce n'est pas facile. Lorsque je parle du pouvoir, je ne vois pas seulement le pouvoir politique, mais je vois aussi le pouvoir financier. Ça veut dire, je voulais dire aussi, on doit en avoir le moyen. À une autorité, lorsqu'il faut communiquer, sa voix est plus et facilement entendue que lorsqu'il s'agit d'une personne de basse classe qui fait une communication dans la rue. Même si ses idées sont très importantes, mais elles ne seront pas facilement captées, écoutées et prises en compte que si c'était une autorité qui le fait. Comment vous avez compris le message du chef de l'État et voire même certaines autorités de l'armée qui appelaient les jeunes d'adhérer aux forces armées? Est-ce que vous pensez que c'était facile ou bien le message était passé quand même? Non, le message est passé. Moi, je crois que le message est passé parce que là, comme je le disais, il s'agit d'un appel au patriotisme. Et le message est passé parce que les preuves sont palpables. J'ai vu, il y a eu un décompte qui a été fait. Plus de 59 000 jeunes ont répondu présent à l'appel du chef de l'État. Vous encouragez aussi ça aux jeunes d'aller soutenir les FARDC, d'adhérer au... Exactement. Pour défendre la République. J'encourage fortement le jeune à adhérer dans l'armée parce que c'est le seul moyen qui nous reste aujourd'hui pour défendre notre cause qui est nationale. Si il faut que nous arrivions à vaincre, la victoire ne sera pas... C'est vrai que nous pouvons jouer sur les plans diplomatiques, mais je vous assure,
personne ne peut venir défendre votre cause mieux que vous-même. Alors, s'il faut que nous arrivions à défendre notre cause nous-mêmes, il faudra que nous, la jeunesse, nous répondions présents à cet appel au patriotisme. Mais quelle qualité aussi des jeunes. Vous êtes enseignant, chef des travaux à l'université, mais on ne voit pas vraiment des universitaires. L'armée, on a dit, ce n'est pas seulement n'importe quel jeune, il faut aussi des universitaires. Non, vous savez, il y a l'appel, la manière de répondre à un appel dépend d'une personne à une autre. Nous ne pouvons pas tous répondre de la même façon. Par exemple, moi, ce que je suis en train de faire maintenant, c'est une façon pour moi de répondre à l'appel du chef de l'État qui est totalement différente d'une autre personne. Ça, c'est un. Mais de deux, ne dites pas que tous ceux qui ont répondu présent à cet appel ne sont que des illettrés. Non, là, je ne suis pas d'accord. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit aussi. Hein. Je ne suis pas d'accord parce que il y a certainement parmi ceux-là, il y a des cadres universitaires qui ont adhéré, qui ont répondu. Certainement. Peut-être que nous n'avons pas des statistiques à partir desquelles on peut affirmer, mais je peux vous garantir qu'il y a vraiment de cadres scientifiques, cadres universitaires qui ont répondu à cet appel-là. Parce que l'appel a été lancé pour toute tendance. Et aujourd'hui, je voudrais également ici encourager tous les cadres qui peut-être sont encore en train de traîner pattes, sont en train de se poser encore des questions et ils vont souffrir. Nous, l'année passée, depuis 2022, il y a eu adoption au Parlement de la loi sur la programmation militaire. Cette loi prévoit un échelonnement jusqu'en 2026 des assignations budgétaires vraiment appropriées pour améliorer. On va améliorer les conditions quand même. Exactement. C'est ça qui est plus important, les conditions des militaires. L'amélioration des conditions des militaires, c'est déjà prévu dans cette loi. C'est ça même l'objet de la loi. L'amélioration, si vous regardez, plus de 50% des assignations budgétaires telles que prévues par la loi sont assignées directement aux conditions sociales des militaires. Et il y a à peu près 25% assignés aux équipements. Aujourd'hui, il ne faut pas faire souffrir la jeunesse, les jeunes qui adhèrent, qui sont des patriotes, il faut les prendre en charge, il faut les mettre dans de bonnes conditions. Exactement. L'amélioration des conditions, ça fait partie même de la motivation de nos éléments de FRDC au front. C'est pour ça, moi je venais de le dire que c'est pour moi une façon de ce que je fais là de répondre à l'appel. Je vais vous dire que j'ai même initié un projet sur comment est-ce qu'on peut parvenir à améliorer davantage les conditions de vie de ces éléments de FRDC au front. Ça, c'est très bien ça. Et ces projets consistent à mobiliser les revenus spéciaux juste pour accorder à ces éléments-là une prime de risque. Parce que des fois, les jeunes se découragent. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, je pars, je vais devenir militaire, mais qu'est-ce que je vais gagner? Est-ce que je vais gagner le miette, les 3 000, les 4 000, les 40 000 francs qu'on donne? Par contre, de l'autre côté, vous avez, selon les informations que nous apprenons, les rebelles à qui on donne peut-être un bon salaire. Alors, des fois, ils sont tentés, même là au front, de faire défection pour aller passer de l'autre côté. Donc, ça décourage aussi. Ça décourage des fois. Alors, c'est comme ça que, déjà dans la loi, comme je venais de le dire, il y a une grande partie du budget qui est réservée ne fût-ce qu'à l'amélioration des conditions. Et moi, je vous parle ici d'un projet que j'ai initié qui consiste à octroyer à chaque élément pour les militaires. Pour les militaires, seulement ceux qui sont au front. Là, je parle d'une prime de risque réservée seulement à ceux qui sont au front. Et quand ils sont au front, ils se posent des questions. Aujourd'hui, je peux prendre une balle et puis directement, je meurs. Et c'est ma famille qui va en pâtir. On va vraiment entrer dans les profondeurs avant de finir par rapport à ces projets. Mais j'aimerais d'abord qu'on avance. Vous êtes leader de jeunes, vous défendez les jeunes, vous appréciez quand même l'essence du patriotisme de la jeunesse congolaise à ces jours. Est-ce ces jeunes qui refusent aujourd'hui les dialogues, parce que les chefs de l'État avaient reçu les confessions religieuses, est-ce aujourd'hui il est important
qu'il y ait un dialogue entre Congolais pour résoudre cette crise? Parce que j'ai suivi certains jeunes des différents partis politiques qui disent non, on n'a pas besoin d'un dialogue, il faut seulement renforcer l'armée pour combattre l'ennemi. Vous, étant que enseignant, leader de jeunes, entrepreneur, qu'est-ce que vous pourriez dire à ces jeunes qui refuseraient peut-être les dialogues entre Congolais pour trouver la paix dans l'Est? À cette question, je vais répondre en donnant mon propre point de vue et je vais réfléchir à haute voix. Ensemble, vous allez comprendre certainement mon raisonnement. Nous sommes à une troisième expérience électorale dans notre pays. Ce qui, en réalité, vient accentuer la pratique démocratique en RDC. Et la troisième expérience a même conduit à une alternance inédite, parce que cela n'avait jamais eu lieu avant. Nous avons aujourd'hui 2 présidents anciens et en fonction. Une passation civilisée du pouvoir. Ce qui au moins traduit le fait que, entre Congolais, il n'y a pas vraiment de difficultés, il n'y a pas de différends qui puissent faire en sorte qu'aujourd'hui nous puissions nous dire, à cause de nos différends, le pays n'avance pas, alors nous devons nous mettre autour d'une table. Je ne pense pas. Parce que si problème il y avait, alors nos problèmes, nous allons vers les urnes. Si problème de légitimité il y avait, ce sont les urnes qui vont trancher. Et les urnes ont tranché en 2023 en renouvelant le mandat au chef de l'État. Et si aujourd'hui il faut dialoguer, je ne crois pas que c'est entre fils et filles du Congo, de la RDC, qu'il y a un problème. Les dialogues, s'il faut qu'il y en ait, je crois à mon humble avis que ces dialogues, on doit le faire avec le principal agresseur, c'est le Rwanda. Donc, vous parlez de Paul Kagame. De Paul Kagame. Avec Félix Tshisekedi. C'est avec Paul Kagame, c'est avec lui qu'il faut dialoguer. Mais certains pensent que Kabila aussi serait le problème. Pourquoi pas insérer aussi Kabila et Moïse Katumbi? Oui, parce que vous savez, il y a toujours à management, on parle de l'aspect officiel et l'aspect officieux. C'est vrai, on peut se dire qu'on va dialoguer avec Paul Kagame parce que c'est lui notre principal agresseur. Mais est-ce que Paul Kagame n'a pas de ramifications avec nos différents leaders politiques ici? Ça, c'est la question entre guillemets qui reste à poser. Parce que nous parlons aujourd'hui de la forte infiltration des institutions. N'est-ce pas que ces institutions sont animées par des responsables politiques? Alors, si ces institutions sont infiltrées, ça veut dire qu'il y a certainement certains responsables politiques qui facilitent cette infiltration. Alors, c'est là qu'il y a, après avoir dialogué d'abord avec le principal agresseur, qui est Paul Kagame, après qu'il nous explique pourquoi il agresse la RDC, et si on peut trouver solution avec lui, c'est après qu'on peut maintenant revenir. Et on parle des minéraux, c'est connu. Ça, c'est connu. Ça, c'est connu. C'est pour ça même que la guerre à l'Est, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, il y a eu pas mal de tentatives pour mettre fin à ça, ça n'a pas été. Alors, si aujourd'hui, il faut que nous puissions toujours... Combien de dialogues il y a eu dans ces pays? Combien de tables rondes on a fait? Mais pourquoi on n'a pas eu à trouver une solution qui soit la plus durable une fois pour toutes? Non, avec Paul Kagame, excusez-moi, vous pensez qu'on va trouver une solution? Mais je crois que oui, parce que c'est lui l'agresseur. Le M23 n'est qu'une marionnette. Il n'y a pas une main noire derrière Paul Kagame, on parlerait de l'Union européenne. Non, mais lorsqu'on parle de minerais, lorsqu'on parle d'une course aux minerais, Paul Kagame n'a pas des industries. Paul Kagame n'a pas des industries de transformation. Mais aujourd'hui, Paul Kagame, le Rwanda, est le premier producteur de coltan, premier producteur de presque toutes les matières, tous les minéraux importants dans l'industrie digitale. Pourquoi? Parce qu'il est soutenu par le multinational. Alors, il faut faire une palabre à l'africaine, on l'appelle, on s'assoit, on se dit, mais il y a possibilité que nous deux, en tant que pays frères, nous mettions autour d'une table, nous parlions. Vous avez besoin de ça, écoutez, nous pouvons vous le donner. Est-ce qu'il sera franc cette fois? Il sera franc, c'est ça la question. C'est là qu'il y a le problème
parce qu'il y en a déjà eu. C'est pourquoi moi j'ai dit, bien que nous puissions préconiser les dialogues, c'est vrai, c'est bien bon. C'est un modèle pacifique de résolution des problèmes. Mais il y a un adage qui dit, qui veut la paix prépare la guerre. C'est vrai que nous pouvons prévoir les dialogues, mais je crois que nous préparer en conséquence, par les guerres, être à mesure de nous défendre nous-mêmes, je crois que ça, c'est l'idéal. Vous parlez guerre, mais certains passent aussi, par rapport à cette situation, il y a aussi l'aspect spirituel qui intervient. Vous êtes jeune leader, est-ce que vous penserez que c'est vrai que l'aspect spirituel intervient aussi dans cette situation? Bien sûr. L'aspect spirituel doit intervenir parce que, vous savez, la guerre a commencé dans la Bible. Israël a été combattu. Et il continue de faire la guerre. Et il continue d'être combattu jusqu'à aujourd'hui. Mais malgré ça, tous ceux qui ont combattu Israël, je ne crois pas qu'il y a une seule nation qui a remporté la victoire sur Israël. Pourquoi? Parce que Israël, c'était un peuple choisi de Dieu. Et ce n'était pas Israël qui faisait la guerre, c'est plutôt les autres nations qui faisaient la guerre et qui font toujours la guerre à Israël. Mais certains et aujourd'hui, la RDC est victime au même titre queIsraël. Mais certains Congolais pensent que Dieu ne les écoute pas, Dieu n'écoute pas les Congolais pour la situation. Non, chacun se passe dans l'Est. Chacun a son expérience avec Dieu. Je ne peux pas ici dire que non, ils mentent ou soit ils ont raison. Mais ça reste ma conviction. Et qu'est-ce que vous direz aux jeunes qui pensent que il faut seulement combattre, il ne faut pas voir les pasteurs proposer des cultes, des prières pour nos FARDC? Non, vous savez, si vous avez bien suivi l'appel du chef de l'État, il a été clair. Il a fait appel à tout le monde. Chacun en ce qui les concerne. Ça veut dire, si vous êtes journaliste, déjà ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de jouer votre partition à l'appel du chef de l'État. Et le pasteur doivent aussi jouer leur partition. Ils doivent s'agenouiller, ils doivent implorer la miséricorde de Dieu, ils doivent implorer la protection, demander à ce que Dieu protège nos militaires au front. C'est leur partition aussi. J'ai vu une image où les militaires priaient aussi Dieu. Voilà. Ça veut dire que il y a une part de responsabilité dans chacun de nous. Chacun sans exception. Si les militaires doivent combattre, alors ils doivent être appuyés. Il y a pas mal de gens ici qui ont des moyens, mais qui ne savent pas, qui n'ont pas un canal précis pour parvenir à faire parvenir leur contribution au front. Alors chacun doit en fait parvenir à jouer sa partition en disant, écoutez, moi, je ne saurais pas peut-être prendre les armes, mais j'ai $100, je peux contribuer pour que cela achète ne fût-ce que le médicament. J'encourage et je félicite l'initiative prise par le ministre de la Justice lorsqu'il a appelé les églises à orienter les offrandes de quelques dimanches, je crois, vers les efforts de guerre. Voyez. Donc, à la jeunesse, moi, je ferai un appel patriotique pour dire, nous ne pouvons pas nous décourager. Ce pays nous appartient, nous sommes obligés de le défendre jusqu'à notre dernière énergie. Chacun en ce qui les concerne. Quels que soient les domaines de prédilection de chacun, nous devons nous mobiliser tous comme un seul homme pour que nous y arrivons. Pour que nous y arrivions, nous chutons déjà vers la fin. Vous avez dit que vous avez un projet pour les primes des militaires qui sont au front. Alors, dites-nous d'où est venue l'idée et pourquoi vous avez pensé à ces projets? Oui, la quintessence de l'idée, c'est que je suis quand même, en tant que patriote, je suis de près l'évolution de la guerre à l'Est. Et plusieurs fois, je vois combien nos jeunes, par moment, ils sont déjà au front. Vous avez les doléances du genre, ça fait des jours, ils n'ont pas mangé. Ça fait 3 jours, ils n'ont pas reçu les rations. Vous voyez, ce genre de doléances-là. Et des fois, j'avais une vidéo d'un militaire au front qui disait qu'il avait reçu une balle déjà et qui était presque à son dernier souffle et qui faisait un appel pour dire, écoutez, mes parents, mes enfants,
peut-être que vous verrez cette vidéo, ça sera pour moi la dernière parole pour vous dire au revoir. Je n'ai rien à vous laisser, mais écoutez, je vous aime beaucoup. C'est vrai, ça fait mal. On peut se dire, oui, il y a possibilité que nous arrivions à soutenir cette armée-là. Il y a possibilité que nous arrivions à soutenir ces éléments-là qui sont au front. Comment? C'est vrai, ils ont l'air soldes, pratiquement insignifiants. Mais si nous arrivons à ajouter à leur solde une prime des risques, et c'est une prime que moi je préconise être accordée seulement à ceux qui sont au front. Et cette prime-là consistera à une partie. J'ai proposé ça à 300 $. Donc une partie, les 150, est donnée directement aux militaires. Quels 150 en francs congolais bien? En dollars. Je parle du dollar. Est donnée directement aux militaires qui est au front. Les 150 autres dollars sont gardés dans la caisse pour que lorsque soit les militaires meurent ou soit que c'est la fin de la guerre et qu'ils rentrent, directement ils se sentent indemnisés. Mais il semblerait que cet argent souvent sont détournés par voilà les projets aussi. Exactement, les projets prévoient même le mécanisme de gestion, de mobilisation, de gestion de cet argent-là. D'abord, la question c'est d'où proviendra cet argent? L'argent proviendra de toutes les forces vives de notre pays. Nous nous disons, il y a pas mal d'entreprises. Récemment, j'ai vu l'OGEFREM remettre au ministre de tutelle, le ministre des Transports, un chèque de 1 million de dollars. Pour soutenir, les front. Voilà. Pour soutenir l'effort de guerre sur l'appel du chef de l'État. Or, il y a pas mal, nous avons pas mal d'entreprises publiques, pas mal d'entreprises minières qui peuvent contribuer à plus que ça. Et si, lorsque j'ai essayé de faire une estimation, je me dis, si on a ne fût-ce que 70 millions de dollars par mois, nous pouvons payer 200 militaires au front. Or, aujourd'hui, avec les récentes statistiques, on se rend compte que au front à Goma, il n'y avait même pas plus de 20 000 militaires. Même pas. Même pas. Or, il y a possibilité, avec une mobilisation de 70 millions de dollars par mois, accorder une prime de risque à 200 000 militaires. Est-ce que vous pensez que votre message sera entendu? Voilà. Moi, je suis un optimiste. Je reste optimiste. Je sais que c'est vrai que ça ne peut pas être facilement entendu, mais je sais qu'il y aura au moins une seule oreille qui m'entendra et qui fera en sorte que mon message parvienne au chef de l'État et aux décideurs pour que ces projets soient considérés et soient exécutés. Merci beaucoup, Michel Michoma. Un mot pour finir parce que nous sommes déjà à la fin. Voilà. S'il faut que je dise un mot de la fin, je crois que tout est dit. Mais seulement, je voudrais faire appel à notre jeunesse, que nous ne puissions pas négliger l'appel lancé par le chef de l'État sur la mobilisation de la jeunesse et l'enrôlement massif dans l'armée. Et nous devons comprendre qu'il ne s'agit pas d'une question d'individu, qu'il ne s'agit pas d'une question partisane, non. Il s'agit plutôt d'une question d'ordre national, d'ordre patriotique, et nous devons tous mettre la main dans la pâte. Et je voudrais finir par demander à ce que si il y a une bonne oreille qui peut-être entendra cet appel. Les projets que j'ai ici, c'est un projet très important qui, si une fois aujourd'hui, on vous avez les projets, je présente déjà. Oui, oui, oui. Voilà les projets là. C'est le projet de mobilisation de revenus spéciaux pour l'attribution d'une prime de risque de 300 $ par mois à nos forces armées au front. Exactement. Donc, je voudrais que ça soit un projet qui soit le bienvenu. Félicitations. Pour notre armée. Voilà, mesdames, messieurs, c'en est fini par ici. J'avais reçu pour vous Michel Michoma, entrepreneur, jeune leader et puis chef des travaux à l'Université pédagogique nationale. Nous vous disons merci et on est resté là
pour vous donner toujours l'actualité à travers cette interview. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un plaisir.